que si j'étais placé devant cette effigie, inconnu de moi-même, ignorant de mes traits, à tant de plis affreux, d'angoisse et d'énergie, je lirais mes tourments et me reconnaîtrais. Donc, il s'agit de l'article que m'avait demandé Madame Huguette Laurenti à l'issue de mes mises en scène de Narcisse de Valéry, en version théâtrale, des fragments du Narcisse, les 3 fragments, et puis la cantate du Narcisse composée par Germaine Taillefer. J'ai à peu près gardé tous les vers de Valéry. Et on en a fait un objet théâtral que l'on a joué à la Cité internationale, que l'on a emmené jusqu'en Afrique, qu'on a fait tourner un peu partout. Seulement, Madame Laurenti voulait que je parle beaucoup de Valéry, et ce que je me suis permis de lui dire, je lui ai dit, vous savez, ce travail m'a coûté tellement que j'aimerais glisser de Valéry lui-même et de Narcisse à l'idée que je ressens du théâtre qui est possible. Les 3 premiers paragraphes, c'était le texte qui présentait ma mise en scène de ce Narcisse de Valéry. J'ai beaucoup fait rire l'attaché de presse qui travaillait avec nous, car là où lui enchaînait dossier et dossier et dossier, il me voyait dans le petit réduit d'un appartement en train de galérer pour ces 25 lignes, enchaîné sur les alexandrins de Valéry, qui sont si légers, si fluides, si puissants, forts, profonds. Je les adorais et je les adore toujours. Enchaîner une prose de commentaires qui n'en soit pas trop indigne, c'était infernal. Et donc mon attaché de presse se moquait de moi, regarde tout ce que je fais, et toi t'as fait 3 lignes, 15 jours pour cette petite introduction. Allez, je vous la lis. Ça me fatigue de vous dire tout ça. Donc, titre, vers un théâtre d'art. Cahier Paul Valéry, édition Minard universitaire, présenté par Huguette Laurenti. Voilà, tout un tas d'articles faits par d'éminents valériens. Une fontaine, une clairière. Le décor naturel de Narcisse sera celui voulu par chaque spectateur, sur une scène vierge et travaillé d'éclairage simple. Mais ce dépouillement vaudra d'autant plus d'art, celui de suggérer l'eau froidement présente, le plus librement possible, dans le dénuement de l'espace scénique, celui de transcender la nudité de l'argument en recomposant tous gestes et déplacements de l'acteur dans le tissu transparent du poème. Par chacun de ses pas, chacun de ses regards, Narcisse doit chercher tantôt la résonance et tantôt la naissance des sentiments surpris dans l'eau pure du texte. Tout son désir de soi, sa soif de connaissance, cette essentielle incompréhension de vivre qui se nourrit de chacun de nous, une fois dépouillés nos vêtements de paroles. Les vers de Valéry nous suggèrent leur sens. L'acteur doit à son tour nous suggérer leur chant et nous renvoyer donc, aussi bien par ses gestes, aux sources du langage. Or, le silence cède à de nouveaux accents. La nappe d'eau prend corps et devient nymphe, femme, et tout ce que l'amour peut offrir de concret. Et Narcisse, un instant, croit saisir son image, mais cet amour offert n'est pas celui voulu. Un désir sans réponse, un malheur réciproque sont seuls à rapprocher Narcisse et l'amoureuse. Nul ne saurait s'unir et plus intimement qu'au plus proche des dieux qu'est chacun pour soi-même. Ce nous-mêmes à nous-mêmes, insaisissable enfin, est le dernier reflet sur quoi le rideau tombe d'un Narcisse réduit à l'écho de son chant. Voilà pour le texte de présentation de la mise en scène. Et
Maintenant, ce qui vient dans l'article, c'est ce que je vous ai annoncé, passer de Paul Valéry au théâtre d'art tel que je le ressens possible. Oui, bel enfant que mon regard caresse. Âme je suis, ta puissance maîtresse, qui s'émerveille aux étranges accords de son désir avec sa forme claire, docile tout au souci de me plaire. On me pardonnera, je l'espère, d'engager mon lecteur à me suivre sur des chemins qu'il n'appartient qu'à la poésie de tracer, la diction de l'acteur, l'orchestique, art du geste, s'y soumettent au poième autant que l'écriture, la mise en scène entière n'est pas moins travaillée. Tentative d'approche, effort vers l'essence de l'expression humaine. La recherche d'un théâtre d'art véritable se situe au cœur même, je n'ose dire, en amont, de toute recherche dont l'expression demande la parole et le corps. Qu'est-ce donc que parler ? S'interroge un poète. Quel est cet acte étrange ? Et d'où vient tant de foi dans cette expiration, dans cette restitution d'un peu de l'air qui nous entoure, changé en verbe par l'appareil de la phonation et revêtu de sens par l'habitude ? Tandis que nos yeux cherchent, tantôt en nous-mêmes, tantôt en tel autre, à peser ce presque immatériel effet de parole dans l'inquiétude de quelque affermissement secret. Nous ne savons au mieux que notre incertitude. Jusqu'en leurs inflexions, jusque dans leurs phrasés, nos langues n'ont de sens que par des conventions que la force d'habitude nous rend insensibles. Travaillées de leur bruit dès avant la naissance, soumises à leur figure dès nos balbutiements, dressées à leur usage le plus commun par toute notre éducation, nous ne pouvons guère adultes nous défaire, ni des notions, ni des questions, ni des schémas de raisonnement contenus par avance dans leurs mots imposés. Vocabulaire, syntaxe, conjugaison, modes et temps nous offrent suffisamment de combinaisons possibles pour donner le change. Nous confions notre pensée à ces mots, à ces phrases, dont nous identifions et substituons la production intellectuelle à la perception des vérités et des réalités qu'ils sont censés couvrir. Nous ne pensons jamais, et pour cause, quelle pensée notre langage nous empêche de former. C'est précisément là, pesant notre ignorance, mesurant les limites de nos capacités d'expression et celles de cette conscience dont nous doutons si peu d'être doués, que nous concevons mieux comment peuvent naître et grandir une poésie et un théâtre soucieux de s'affirmer contre le sentiment d'impuissance essentielle qui les engendre. Une poésie d'abord, inquiète de se dresser suffisamment armée contre toutes les réponses réflexes dont la parole ordinaire nous tient captifs. Il faut prendre au langage de quoi le renverser. Il faut créer le vers. Et de tant de trésors tendrement accablés par de tels souvenirs qu'ils empourprent sa mort et qu'ils la font heureuse, agenouillée dans l'or, puis s'étendre, se fondre et perdre sa vendange et s'éteindre en un songe en qui le soir se change, quelle perte en soi-même offre un si calme lieu. L'âme, jusqu'à périr, s'y penche. Pour un Dieu qu'elle demande à l'onde. Il peut sembler étrange, et l'on s'étonne parfois de voir un poète vivant demander à la forme versifiée les chemins d'une expression nouvelle. On invoque le grand poids des contraintes du nombre ou de la rime, de la rigueur formelle.
de tout l'appareil désuet de l'ancienne poésie que le XXe siècle a voulu dépoussiérer. Mais si l'on fonde son observation sur une histoire littéraire plus large, on s'aperçoit que le premier soin des poètes de tout temps a été d'affranchir leur art des règles en vigueur, non pas en les fuyant sans doute, mais en les dominant, en les recréant, en les fécondant chacun pour son usage. Un vers de La Fontaine appartient à lui seul. Vous tenez bon, ça va, c'est pas trop long? Le vers pour un poète n'est pas une forme préétablie dans laquelle la pensée n'aurait qu'à se couler sans effort. Le vers est ce qui affecte le plus profondément la langue. J'ai dit pour un poète. Laissant à l'extérieur des mots le rôle ordinaire d'intermédiaire, de truchement de la pensée, le vers demande de leur chair, la matière d'une action, d'un effet d'ordre physique et sensible qui amplifie la résonance intellectuelle et dont s'élargisse le spectre de la signification. Le nombre, la rime et le reste ne paraissent plus que les conséquences du travail profond qu'ils ont appelé. La composition d'accents, de timbres, de couleurs phoniques dont la recherche syntaxique et la rigueur formelle saisissent et fixent les rapprochements les plus expressifs. La leçon, je l'avoue, ne m'en paraît pas si indifférente qu'il faille la laisser perdre. Telle la musique, telle la peinture, la poésie compose des éléments étrangers à toute idée de traduction dans une langue particulière. Le vers est cette chambre de résonance où la pensée et l'expression cherchent l'accord extrême, le point idéal où entendre et comprendre ne serait plus qu'un mot de même sens. La moisson des exemples se confond avec la poésie même. De ces diphtongues ici, Racine fait une langue plus charnellement pesante. Les diphtongues, deux sons émis dans une seule syllabe. Exemple. Va, dis-je, et sans vouloir te charger d'autres soins. Vois si je puis bientôt lui parler sans témoin. Va, dis-je, et sans vouloir te charger d'autres soins. Vois si je puis bientôt lui parler sans témoin. Des nasales. Un, on. Corneille tente une approche au plus près du souffle détimbré, telle une expiration. Il est un de mon sang, plonge-le dans le mien, et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Des mêmes nasales dominées de graves. Oh, oh, oh. Valérie descend vers la nuit. L'amour la plus profonde vient et revient entre mon âme et l'onde, dont le miroir divin m'offre le pur retour de mes charmes vers l'ombre où songe mon amour. Relisons ces fragments à voix haute. Essayons d'en peser physiquement les attaques et les tenues, par le jeu des consonnes et des voyelles, la richesse des rimes intérieures. Va, dis-je, voici-je. Les effets de miroir, teinture du tien. La distribution des sonorités par resserrement, renversement et monnayage, etc. L'appréhension poétique véritable ne souffre ni l'impatience du regard, ni cette étrange lecture muette au rythme indépendant de toute respiration. Elle demande au contraire le temps, la durée et la perception résonnante de ce qui n'est plus seulement écrit, mais composé. Dans le cadre d'un théâtre d'art, elle demande ce lecteur et cet acteur singulier pour qui, plus encore que la pensée,
La pesée du langage, jusque dans ses phonèmes, est source d'émotion. Les 8 vers que vous citez là sont très précisément ceux qui m'ont coûté le plus de travail et que je considère comme les plus parfaits de tous ceux que j'ai écrits. Je veux dire, les plus conformes à ce que j'ai voulu qu'ils fussent, assouplis à toutes les contraintes que je leur avais assignées. Notez qu'ils sont, par ailleurs, absolument vides d'idées et atteignent ainsi à ce degré de pureté qui constitue justement ce que j'appelle poésie pure. Ô douceur de survivre à la force du jour, quand elle se retire enfin rose d'amour, encore un peu brûlante hélas mais comblée, et de tant de trésors tendrement accablés, par de tels souvenirs qu'ils empourprent sa mort, et qu'ils la font heureuse, agenouillée dans l'or, puis s'étendre, se fondre, et perdre sa vendange, et s'éteindre en un songe en qui le soir se change. Voilà pour les 8 vers de Valérie. Et les vers dont on m'a dit qu'ils avaient été influencés de ce passage, qui sont dans mon Adonis, les voici. Jamais, non jamais vent n'eut chaîne moins rugueuse, jamais eau souveraine, étreint d'ombre noueuse, dont les feuillages sourds échappent à mes doigts, aux branches dont les ors se perdent à la fois, qui donnent chair et sens à cette soif étrange, à cette fièvre en quoi ton propre chant se change, ce vent n'a mieux chanté les biens que j'en reçois. C'est pas vraiment du copier-coller. Merci. Jamais, non jamais vent n'eut chaîne moins rugueuse. Jamais eau souveraine, étreint d'ombre noueuse, dont les feuillages sourds échappent à mes doigts, aux branches dont les ors se perdent à la fois, qu'ils donnent chair et sens à cette soif étrange, à cette fièvre en quoi ton propre chant se change, ce vent n'a mieux chanté les biens que j'en reçois. Fontaine, suis-je donc esclave du seul choix, dont si loin, dont si bien à travers cet échange, tu te sois avancé à me faire louange? Faut-il que la rumeur des vents étésiens répande autour de moi l'extase de ces biens? Brillant, bruyant témoin de feuilles et de branches, au moins fais que l'émoi de l'ombre où tu t'épanches, des sens les mieux choisis suspendent notre cœur. Oui, ce lecteur singulier pour qui plus encore que la pensée, la pesée du langage, jusque dans ses phonèmes, est source d'émotion. Pour nombre d'entre nous, ce réel basculement de la perception n'est pas toujours facile, et même toujours possible. Sans doute l'habitude de la prose, l'abondance quantitative de la littérature qu'elle produit et le type de lecture qu'elle engendre n'en favorise-t-il guère l'opération? Ajoutons qu'aussi vague que répandue, les notions de musique des mots ou de musique de l'idée, attachées à l'écriture du roman et du poème en prose, ne peuvent qu'entretenir la confusion. Mais la physiologie mentale apporte d'autres lumières sur la nature profonde de la compréhension ou de l'incompréhension poétique, en attribuant à des régions cérébrales distinctes, d'un côté, l'intellection linéaire et la résorption signifiante du langage, et de l'autre, son appréhension comme spatiale, incluant le rythme et la résonance. Cette science fait dépendre de la perméabilité ou de l'étanchéité des frontières entre ces zones, l'orientation du sens esthétique individuel. Aux étanches semblerait tout accès poétique interdit. Vous êtes toujours là? Vous avez du mérite. Vous suivez toujours? C'est un peu long, hein?
Alors voici maintenant une image concrète empruntée à l'optique. Donne de mon propos l'illustration la plus nette. La perception poétique reflète celle de ces créations de l'imagerie informatique appelée stéréogramme. Est-ce que vous connaissez? Vous avez une surface plate avec des motifs extrêmement répétés. C'est fait avec l'aide de l'ordinateur et par des artistes bien sûr. Donc, stéréogramme dont les motifs de surface cachent une figure virtuelle d'un puissant relief. Seuls ceux qui savent voir plus loin que l'apparence perçoivent cette figure surprenante parce qu'elle surgit d'un point de convergence oculaire étranger à l'habitude du regard, point focal, repoussé, reculé dans l'espace au-delà du dessin, un point focal qui superpose et font les motifs différemment perçus des deux yeux droit et gauche. Ainsi, face au poème, la saisie du vers dans tout son relief exige la participation sensible des deux hémisphères cérébraux. Et, traversant la page, transcendant l'évidence, le point de convergence intellectuelle d'un langage élargi à tout l'être. Faites comme moi, reposez-vous si vous en avez marre de cette vidéo. Allez, je continue. Même à voix murmurée, même du bout des lèvres, il faut donner au vers tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il veut de souffle pour prendre chair en nous. C'est charmant. De Malherbe, Corneille, Racine et quelques autres, la leçon nous révèle autant les chemins faits qu'elle peut leur suggérer d'autres qu'ils n'ont su faire. Ralentie, renforcée par une écoute profonde, la lecture poétique devient chorégraphie du mouvement des lèvres, de la langue, des vibrations du larynx, la seule mélodie de timbre, mélodie intérieure, modulation des couleurs phoniques en fonction des voyelles dominantes, jouant de la mémoire du degré d'ouverture de la bouche. Les tensions vers les voyelles extrêmes, I, U, aigu, ou grave, O, O, U, et le retour vers les moyennes, A, E, A. La durée des tenues et leur périodicité semblent vecteurs d'un sens dont l'étude appartient au rapport de la psychologie et de l'acoustique. Les ondes du langage ont sans doute leurs ultraviolets et leurs infrarouges, dont les bornes sont précisément celles que l'effort poétique tente d'approcher, voire de franchir. Peut-être le plaisir sensoriel de la diction, que le vers semble toujours conçu pour susciter, s'explique-t-il par la sensation d'épouser pleinement certaines régions de leur spectre phonique et par l'excitation d'en risquer des explorations nouvelles de la profondeur ou des limites sensibles. Prose ou vers, il est vrai. Nous ne pouvons parler que nous ne soutenions le son de nos paroles de timbre, de hauteur, d'intensité, de rythme, dans une dépendance plus ou moins heureuse des sentiments qui gouvernent le choix de nos mots et les faits que nous cherchons à produire en parlant. C'est ce que je fais là maintenant. Mais s'agissant du vers irréductible, composition des plus expressives ou des plus rares dont soit capable le langage écrit, nous devons espérer du travail de l'acteur une composition d'équivalente qualité. Une composition d'équivalente qualité dans son rendu sonore, une séquence d'inflexions choisies qui transpose à l'oreille, dans l'espace de la scène, cette recherche d'un dire absolu et comme intransitif qui a déjà conduit le travail du poète. C'est bien de lire, mais il vaut mieux quand même faire du gainage, des abdos, moi. Je ne vais pas tout faire à la fois. Moi. J'ai donné ailleurs le détail des exercices pratiqués lors des répétitions de nos spectacles. Repérage des inflexions
conventionnelle, recherche d'accent par les variations rythmiques, mesure de la valeur expressive des intervalles de hauteur, renouvellement du rapport entre les intentions et les inflexions, recherche de la résonance. Le texte écrit est travaillé d'abord recto tono. Écoutez. L'énergie individuelle, la sensibilité de l'oreille, la faculté d'enraciner son écoute et son corps dans le sol, déterminant la hauteur et l'intensité de l'émission vocale dont l'acteur soutiendra le plus souvent son rôle. Le relief du discours tient entier à cet axe, à cette note fondamentale, d'où les écarts. Les éloignements, les rapprochements plus ou moins progressifs et sensibles de la voix seront perçus comme arcicétésis, facteurs de tension ou de détente, et nuances dramatiques d'intention ou de sentiment du personnage interprété. Mais, notons-le d'emblée, la diction linéaire, le refus de l'écart, ne sont pas moins sentis comme des écarts eux-mêmes, d'une radicalité propre à nous jeter dans des terres encore mal défrichées de la psychologie. Et oui, si je parle sur une seule note, ça va vous sembler vraiment étrange. Nous leur attribuons quelques raisons cachées, ou qu'on ne sait nommer, ou que l'on voudrait taire, ou dont on aimerait détourner l'aveu clair. Du côté de l'acteur, certaines retenues, certaines réticences, certaines peurs de blesser, qui écoute, vous qui m'écoutez, peuvent porter la parole sur une seule hauteur, dans un dépouillement qui semble alors pudique. Vous voyez, j'ose à peine, je reste sur une note parce que j'ai peur de vous troubler. Ou au contraire, là je crois que c'est ce que j'ai mis dans mon article, je reviens, ou au contraire, rendre son dénuement provoquant. Ça, c'est terrible. Hein. Vous agressez quelqu'un ou quelqu'un vous agresse, d'un seul coup, vous allez lui parler sur une seule note, de la façon la plus vive, en essayant d'être extrêmement détendu. Hein. Ça peut être une agression dans la rue ou n'importe où. Donc, regardez bien la personne qui s'approche, vous la sentez mauvaise envers vous, et vous lui répondez sur une seule note. Pardon, on recommence. Redis ce que tu viens de me dire. C'est des instants au bord d'une eau désert. Il passe à contempler ce reste de reflets. On revient à des choses plus calmes. Les ressources de cette ambiguïté interprétative sont précieuses à l'exigence d'un théâtre d'art, inquiet ici encore d'exploration possible et d'exploitation nouvelle de nos moyens d'expression. La recherche rythmique s'appuie sur cet axe vocal dépouillé, qui par ailleurs l'appelle et concentre l'attention de l'acteur sur la diversité de ses propres valeurs interprétatives. Il importe déjà d'éviter la scansion pléonastique, de fuir la transposition littérale des schémas métriques trop évidemment inscrits dans le vers. Ainsi, par exemple, l'univers a-t-il vu changer ses destinées? Communément scandé, l'univers a-t-il vu changer ses destinées? Coupe 3, 3, 2, 4, avec accent sur 3, 6, 8 et 12. L'univers, 1, 2, 3, a-t-il vu, 4, 5, 6, changer, 7, 8, ses destinées, 12. Pourra devenir un premier temps, attention. L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Je vous renvoie à la vidéo que j'appelle déclamation théâtrale, où je suis plus disert sur le sujet. La déclamation poétique n'est sans doute pas un art très facile à dominer, à maîtriser. Le poète a trop travaillé, il a pris un trop grand soin de l'agencement de chacune de ses syllabes. Mon amour vous déplaît, je vous nuis, je vous gêne, que ne me laissiez-vous dissimuler ma peine? Ne pouvais-je mourir sans que l'on sût pourquoi? On ne va pas vraiment chanter le texte, mais on va le dire avec un soin comparable à celui qui a conduit à son écriture, et notamment lorsqu'il s'agit de poésie. Sans que l'on sût pourquoi,
sans que l'on sût pourquoi, et vous voyez que il est mangé dans la prose, sans que l'on sût pourquoi. Le décalage simple, l'univers a-t-il vu changer ses destinées? Ça c'est la base, c'est pas comme ça qu'on joue, mais c'est dans l'exercice. Le décalage simple d'un rythme iambique brève-longue, étayant une recherche ultérieure plus subtile. Le rythme est par ailleurs chose trop personnelle, trop riche de valeurs irrationnelles. Son le débit de la parole humaine et son élévation au degré poétique pour calquer les rapports de durée fixés par quelque notation que ce soit. Dans l'exemple cité, le rapport brève-longue n'est pas de 1 à 2, mais les appuis vocaux s'affirment plus nombreux. La prononciation plus consciente, moins de syllabes sont mangées. Par exemple, destinée, des. L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Moins de syllabes sont mangées, le vers plus allongé, et l'exaspération ici de Titus, puisqu'on est dans Bérénice, plus étrangement soutenue. L'iambe est l'équivalent d'un battement du cœur, aussi indispensable qu'imperceptible. Les inflexions de voix sont enfin tolérées, travaillées, les unes peu contrôlables, de quart, tiers de ton, les autres demi-tons d'une grande force expressive. Alors ça, c'est... Regardez, je vous montre, je fais juste un demi-ton sur la phrase qui suit. De plus grands intervalles appuyés d'intentions, de sentiments divers qu'ils inspirent souvent, vont sculpter le discours. Voyez, très petit, et ça compte d'une façon terrible. Lorsqu'au théâtre, vous voyez une pièce commencer, bien souvent, dans les 3 premières répliques, tout a été dit. Ah ben, je le croyais fâché à cause de la truite. C'est Giraudoux qui me revient. Mais c'est dommage. Oh, ben, attendez, il manque une dimension à votre jeu. Il y a quelque chose que vous avez oublié, dont il me semble essentiel de tenir compte. Un théâtre d'art. Les inflexions de voix ou de plus grands intervalles, appuyés d'intentions, de sentiments divers qu'ils inspirent souvent, vont sculpter le discours. Et surtout, les contrastes, les ruptures, les silences et l'essentielle respiration. Lui donner vie entière. Un acteur doué de sens poétique, capable de ce basculement de la perception que j'évoquais plus haut, et suffisamment fait à tous ces exercices, peut bien improviser des pans de tout son rôle. Rien ne touche davantage que les inflexions ou les gestes qui semblent échapper à toute préparation comme à l'acteur lui-même. C'est une erreur commune, d'ailleurs, que de séparer trop nettement le calcul de la spontanéité. L'improvisation règne sur toute chose telle une nécessité, y compris sur les relectures critiques, les reprises et les corrections. L'œuvre la plus écrite, volontaire, rigoureuse, creusée des mois durant, n'en est que la conservation des plus heureux moments. Il n'y a que de l'improvisation. Seulement, on s'arrête, on retravaille, et l'idée de la correction nous vient, nous surgit, nous jaillit. C'est de l'impro. Merci de votre assiduité, de votre fidélité. Ça me touche beaucoup. Alors je continue. Qu'est-ce donc que parler? S'inquiétait le poète. Et qu'est-il donc possible à l'homme d'exprimer? Quelle est la nature de l'expression même? Que cache ce que nous mettons en mots? Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. Le narcisse. L'étonnement, l'amertume, l'impuissance déguisée de mépris. Le balbutiement du bord des larmes. Tout ce dont un quasi-monochrome de « est », accent grave, clair, semé de labial, peut féconder les ressources intimes d'une sensibilité d'acteur, d'actrice en l'occurrence, Narcisse était joué par une actrice, servira
sous-tendra, si l'on veut, la diction de ce vers. Mais que ta bouche est belle en ce muet blasphème. L'interprète de Narcisse y voit, elle, un baiser. Mais elle ne s'en tient pas à une lecture mimique. Et elle s'écarte même souvent de l'acquis des répétitions dirigées. Je l'entends certains soirs improviser tout ce passage dans un glacial refus du sentiment. Très bonne surprise. Du fragment suivant de mon propre Adonis, fragment perçu agressif par ses voyelles claires, et, a, froissé de fricatives, et de R, et agressif encore par la tension dramatique particulière à cet endroit, cette même interprète donne une leçon douce, sensuelle presque, fondée sur une étrange tendresse. Vois, mère, vois en moi ta propre chair, Mira. Vois, fruit de cet amour que l'ombre t'inspira, ce qu'entre un fils et toi tendent les vents de chêne, ce qu'entre un fils et toi font s'enchaîner de haine et feignent d'accorder sources et vents de voix. Le dessein de chercher, par les moyens de l'art poétique et théâtral, l'expression de ce qui puisse, par exemple, échapper aux catégories répertoriées de la psychologie, se trouve d'un contresens heureusement servi. Les sentiments des hommes, mais aussi bien leurs actes, leurs histoires ne sont rien de nouveau. La vie glisse la main dans notre marionnette, fort dure à enfiler d'abord, fort étroite, si l'on en croit les contorsions et cris du nouveau-né, et s'amuse d'elle-même en remuant les doigts dans nos membres, dans notre tête, en nous prêtant ses voix, en nous occupant. Elle fait nos personnages, nous oppose, nous accouple, nous distrait les uns des autres de paroles, d'actions. Elle nous fait ses pantins jusqu'à ce qu'elle se lasse comme l'enfant d'un jeu et dépouille la guenille usée. On voit la trame. La vie glisse la main dans notre marionnette, fort dure à enfiler d'abord, fort étroite, si l'on en croit les contorsions et cris du nouveau-né. Et la vie s'amuse d'elle-même en remuant les doigts dans nos membres, dans notre tête, en nous prêtant ses voix, en nous occupant. Elle fait nos personnages, nous oppose, nous accouple, nous distrait les uns des autres de paroles, d'actions. Elle nous fait ses pantins jusqu'à ce qu'elle se lasse comme l'enfant d'un jeu et dépouille la guenille usée. On voit la trame. Qu'est-il possible donc à l'homme d'exprimer? Que cache ce que nous mettons en mots? Ce que nous sentons être sans doute, cette matière qui nous forme et nous compose un temps avec assez de force pour nous inspirer l'erreur de nous croire durables, plus durables qu'elles-mêmes, comme devant succéder à la dissolution du spectre que nous serons, comme ayant précédé la formation de l'embryon que nous fûmes, comme existant ailleurs, plus loin qu'entre ces brumes. Aux sources, semble-t-il, de l'expression humaine, ce sentiment premier ne peut avoir de nom. Les paroles lui sont vaines dans leurs affirmations, vaines dans leurs négations et dans leurs questions même. La poésie, la diction, l'orchestique, signe de révolte d'un langage et d'un corps qui se tournent contre leur impuissance à sortir de leurs normes, font le sujet vrai, le drame, l'agone dont se nourrit la représentation théâtrale. À l'extérieur des mots, à l'apparence des gestes, tout le vieux fardeau de sens, de dires conventionnels, d'histoires et de mythes portés depuis toujours, au vers conscient de soi comme au corps exercé, l'effort, du moins l'essai, d'en arracher l'écorce. Qu'est-il possible donc à l'homme d'exprimer? Que cache ce que nous mettons en mots?
ce que nous sentons être sans doute. Cette matière qui nous forme et nous compose un temps avec assez de force pour nous inspirer l'erreur de nous croire durables, plus durables qu'elle-même, comme devant succéder à la dissolution du spectre que nous serons, comme ayant précédé la formation de l'embryon que nous fûmes, comme existant ailleurs, plus loin qu'entre ces brumes. Aux sources, semble-t-il, de l'expression humaine, ce sentiment premier ne peut avoir de nom. Les paroles lui sont vaines dans leurs affirmations, vaines dans leurs négations et dans leurs questions même. La poésie, la diction, l'orchestique, signe de révolte d'un langage et d'un corps qui se tournent contre leur impuissance à sortir de leurs normes, font le sujet vrai, le drame, l'agone, dont se nourrit la représentation théâtrale. À l'extérieur des mots, à l'apparence des gestes, tout le vieux fardeau de sens, de dires conventionnels, d'histoires et de mythes portés depuis toujours. Au vers, conscient de soi, comme au corps exercé, l'effort, du moins l'essai, d'en arracher l'écorce. La parole d'abord, des élans, des repos nécessaires et de leurs alternances. La seule substance intime fait vivre le discours. L'énergie profonde, la pression vitale passe des entrailles au diaphragme, puis aux poumons, puis dans la gorge, qui les distille par la voix, soutenue de la sorte. La diction la plus dépouillée, recta vox, n'est pas neutre. L'oscillogramme permet d'en suivre les résonances par les resserrements et les contractions de l'onde vocale émise. On sait comment l'accent renforce l'attaque d'un son, étire son corps central, en précipite l'arrêt. Par syllabe ou par mot, l'accentuation soutient le rythme qu'elle engendre de valeurs longues, discrètes, mais peuplées et vibrantes. L'effet touche le système nerveux tout en empêchant l'analyse de ses causes. On parle de présence, d'aura, d'un comédien dont cette technique s'est faite nécessité intérieure. Il n'y a que la vérité qui trompe. Parenthèse, j'avais envoyé à l'épouse de Gérard Philippe mon étude de la revue Théâtre Public sur sa diction dans le CID, et elle m'avait répondu, si vous aviez vu mon mari, alors elle m'avait dit des choses très gentilles, mais elle avait fait un petit bémol, si vous aviez vu mon mari jouer, vous n'auriez pas pu le juger avec cette distance et cette lucidité, c'est certain, j'aurais fondu devant Gérard Philippe. Et pourtant, prétentieux comme je suis, je pense que très souvent j'aurais fermé les yeux pour ne pas le regarder et ne faire qu'écouter. Parce que c'est tellement passionnant d'entendre ce genre de maître dans l'art de la déclamation. Alors, j'en étais. La parole est sans doute une étrange manière de communiquer, mais la forme du corps humain n'est pas moins bizarre, singulière, ni sa verticalité, ni son équilibre. C'est vrai qu'on doit foutre la trouille à pas mal d'animaux. L'orchestique, transposition scénique des moyens de la poésie, requiert de l'acteur la plus grande conscience corporelle possible. Sensation du centre de gravité. Répartition du poids sur les jambes, angle formé par la position du corps. Il faut savoir être complètement indépendant, hanche, bassin, ceinture pelvienne, ceinture scapulaire. Angle formé par la position du corps et la direction du regard, j'abrège beaucoup, et la plus grande conscience de la manière dont il sera physiquement perçu depuis les différents points de vue et d'écoute de la salle. Pensez à ce que dit Valéry de l'art du peintre. Un peintre ne doit pas peindre ce qu'il voit, mais ce qui sera vu. Jeu debout, jeu au sol. Transition, station, mouvements individuels et d'ensemble seront réglés avec un soin comparable à celui qui régit l'écriture ou la diction. Il s'agit de faire en sorte, là aussi, que tous déplacements et gestes prennent un sens à la fois distinct et distant de celui que la vie quotidienne leur impose.
et il s'agit encore de donner du rapport, du conflit de nos pensées et de nos actes, une image fondamentale, essentielle, modèle si possible, et par là même étrange. Traduire, prolonger, creuser, renforcer, corriger, contredire, mais pour mieux soutenir, par les mots ce que l'on voit, par les inflexions, les mots, par les gestes et les regards, les inflexions, par les silences et les stations, l'ensemble. Des entrées et des sorties de scène, des temps de présence parlante ou muette de ces différents acteurs, le poème ordonne la progression logique et comme chorégraphique des diverses combinaisons. Mais la mise en scène portée par l'orchestique assure et l'intérêt visuel et l'unité psychique de cette progression dans une marge nécessaire de dissonance et d'asymétrie, de décalage, de manque, d'attente qu'elle sait respectivement redresser, combler ou surprendre. Ouh! D'erreurs heureuses qu'elle s'effondre dans son harmonie particulière. Pas de décor. Le noir contient tous les possibles. L'acteur se meut dans l'axe de lumière qui lui suffit. Pas de costume. Quand même, attendez. Que ceux qui, près du corps, épousent discrètement le moindre mouvement. La discrétion s'étend à leur couleur. C'est vrai que le velours, qu'on appelle velours froissé, épouse tous les jeux de la régie lumière. Ça, c'est merveilleux. C'est pas une couleur, c'est mieux qu'une couleur. C'est autre chose. Pas de musique surtout. Oh, mein Gott. Pas de musique surtout. Le vers, la voix suffisent. Alors bien sûr, par la suite, pour Orphée, ça c'est encore autre chose, il y a l'électroacoustique, mais on en parlera une autre fois. Des gouttes de musique pure, tout au plus, rarissimes, étrangères à la mémoire, pas une mélodie à siffloter, de sources invisibles, mais aussi sensibles alors qu'un personnage réel, peuvent creuser brièvement le relief acoustique et, par leur timbre, leur hauteur et leur intensité, éveiller le désir du timbre de la voix humaine. Telle s'annonce l'épreuve, la lutte, l'agonia de ces forces premières dont la représentation tragique porte le témoignage et tente à l'air qui nous entoure, comme à la terre qui nous porte, de rendre un hommage radical, violent parfois et passionné. Je n'ai jamais senti, dans aucune forme d'art que je connaisse, un plus grand souci, une plus grande soif d'enracinement de l'expression de l'être au profond de lui-même
que dans ce théâtre que je rêve et m'acharne à construire depuis plus de 20 ans. Maintenant, ça fait depuis plus de bientôt 40. L'article est de 2003. En ne pouvant au mieux que l'approcher, oui, attention, je ne dis pas que j'arrive à tout ce que je rêve. L'écriture représente la première difficulté, la conscience de ce qu'est le vers, de ce qu'il peut être, et, du peu d'exemples de réussite dans l'art poétique, je pense à mon travail, incite à la plus exigeante prudence. Le temps préside à ce travail, ce n'est pas le temps passé à les faire qui prouve la qualité des œuvres, mais la qualité des œuvres qui prouve ce qu'elles ont coûté de temps. Ce temps caché donne au poème toute sa puissance. Le vers s'avance, progresse, à chaque instant semé de phonèmes nouveaux et malgré tout semblables, de syllabes différemment les mêmes, et fécondé enfin de leur résonance comme rétroactive. C'est physique, hein. Les ondes sonores sont renvoyées épouser la forme de l'objet qui leur a donné naissance. L'oreille ne sait que décider d'entendre, du propos initial ou des mots de surface. C'est presque fini. Courage. Les ondes sonores sont renvoyées épouser la forme de l'objet qui leur a donné naissance. L'oreille ne sait plus que décider d'entendre, du propos initial ou des mots de surface. Une séquence versifiée à tel degré de profondeur peut produire, sous-jacent, souterrain, quelques rythmes seconds infiniment lents, cachés sous celui de la succession pleine des syllabes, et propre à créer une sourde mesure du gouffre. Ça paraît abstrait, tout ce que je raconte, ça ne l'est pas du tout. Quel gouffre? Celui de la vanité de l'expression orale courante, celui des brumes d'avant notre naissance, etc. Tout ce Que je sens. que nous avons de plus vrai. Nos langues n'ont pas plus de corps que chacun d'entre nous. À supposer que le mot de réalité ait un sens, la parole en rend mieux compte, par son bruit composé que par ses velléités sémantiques. Par son bruit que par ses velléités sémantiques. Seul ce bruit composé la peut faire entrer en résonance avec elle-même d'abord, et par conséquence espérée avec son objet ou avec autrui, et pourquoi pas avec les arbres, les rochers, les hommes les plus farouches. C'est le propos de Orphée, un travail que je poursuis depuis 3 décennies, même plus maintenant. Orphée, effort vers la lumière, dont le commencement tourne rimes et assonances à l'obsession de ce rouge, rouge orange, rouge intense, rouge sang, celui même des plus basses radiations lumineuses que puisse du spectre d'émissions solaires saisir l'œil humain. En composant toutes ces résonances dans l'ambitus du timbre vocal, Orphée crée le chemin de sa descente. Il explore le langage dans ses sonorités encore en formation, dans leur bruit, dans leurs dessous chromatiques complexes. IN, bleu vert cendre, miroir, AN, roux et paille, ocre. C'est terreux. Ou ocre et pourpre, rigueur formelle, recherche syntaxique, plein emploi des ressources phoniques de la langue, gouverne son progrès. La vidéo progresse vers sa fin. Orphée, en revanche, est loin d'être terminée, mais regardez derrière. L'Odéon. Vous pouvez aller voir quelques pièces là en attendant. Rigueur formelle, recherche syntaxique, plein emploi des ressources phoniques de la langue, gouverne son progrès. Chant, chant tous en touchant, tous en creusant la fange. Chaîne sans chant, de quel rang face au couchant des sanges? Quel chemin fais-je, vais-je, et tragédie et chant? Quel chemin fais-je, vais-je, et tragédie et chant?
Branches, bois déchirés, bras, jambes m'accrochant, gênent mes derniers pas, empêchent mon avance. Branches, bois déchirés, bras, jambes m'accrochant, gênent mes derniers pas, empêchent mon avance. Branches, bois, rouge sang, creuse mon impuissance. J'en creuse dedans ma chair, la sang tout descend. Branches, bois, rouge sang, creuse mon impuissance, creuse dedans ma chair la tombe où je descends. Peu cher, le pauvre. Branches, bois déchirés, vois quel chagrin tu sens. Mais ces accents, ces chants de résonance étrange, c'est de Taulois sous quoi le sourd destin nous range, sans en changer le cours. Quel chemin froid faisant, quel chemin froid, plus froid, pas après pas creusant, songeant mon sein déçu, tous ces accents descendre. L'ombre laisse au couchant creuser tous ces degrés de cendre, laisse au pangé abrupt ces sentis rouges sang, dont tu descends un sombre et dangereux versant. Tu ne poursuis en toi qu'un souvenir exsangue. J'arrête ici pour le début d'Orphée. D'un verre épais, un vernis à l'ocre rouge appliqué sur des sels d'argent, fait un miroir. Nos ancêtres déjà couchaient leur mort dans un lit d'ocre sur le côté du cœur. Orphée. De pâles, froids échos font se glacer ma langue, l'ombre. Tu ne poursuis, Orphée, en l'ombre où tu descends, qu'un souvenir exsangue et comme exempt de sens. Mais de tourments toujours tu fais moisson plus ample, et le couchant déjà t'ouvre un tombeau pour temple, où jusqu'aux nœuds d'hymen se font nœuds de serpents, où jusqu'aux vents amers donnent à nos serments leurs sifflements aigus pour oraison funèbre. Sur le plateau, dans l'espace de la scène, la densité de l'air est tout autre. De là ces voix, ces gestes, ces déplacements aux rythmes altérés de résistance, de réticence, de là ce statisme vibrant, ces ruptures soudaines, ces ruptures brutales. De là surtout ces dons, et de quel prix? C'est cette altération de la substance vivante qui rend plus réel, plus conscient et plus précieux pour chacun d'entre nous, acteurs ou spectateurs, le sentiment de son existence. Lors d'une représentation théâtrale, c'est un beau rêve dont je vous parle, une ambition. Lors d'une représentation idéale. Nous ne nous émerveillons plus de ce que nous percevons d'extérieur à nous-mêmes, mais de ce que nous sommes et de ce que nous soyons. Pour mieux dire, de cette différence de notre indicatif à notre subjonctif, de cet intervalle vibrant et résonnant qu'implique la vie, rendu en son théâtre, aussi vrai que virtuel. Si j'ai été trop virtuel, bougez pas. On va concrétiser. Ça, c'est le vin préféré de Joseph. Et puis ça, un petit... Allez, ça m'a donné faim, tout ça puis soif, on va déboucher ça. Écoutez, j'espère que ce que je ressens a été ressenti par ceux qui ont bien voulu avoir la patience d'écouter tout ça. C'est peut-être l'heure du repas pour vous aussi, hein. Bon appétit.